15h19 au FM 93. Notre prochain invité anime l'émission Mythes et complots le dimanche après-midi sur les ondes du réseau Cogeco. Il lance aujourd'hui un nouveau livre intitulé L'enquêteur des théories du complot. On rejoint Christian Page dans les studios du 98.5. Bonjour. Bonjour Québec. Comment ça va? Ça va très bien. Combien il fait à Montréal? En fait, c'est une très, très belle journée d'été. Je dirais qu'il doit faire 24-25 à peu près. On est à 23, on n'est pas loin, on est heureux, tant mieux. Voilà. Christian, c'est mieux que ce qu'on nous annonce pour le week-end. Oui, pour l'instant, effectivement. Ça fait plus de 40 ans que tu t'intéresses au paranormal, à l'inexpliqué. Oui. Première question, cette fascination-là te vient de quoi, de où, comment? En fait, quand on regarde la statistique, 3 personnes sur 10 justifient son intérêt pour le paranormal par des croyances par des expériences personnelles. Okay. Et je me loge à cette enseigne. Ah bon? Donc, quand j'étais adolescent, ce serait trop long de raconter, mais j'ai vécu une expérience un peu associée aux fantômes. Et pour moi, ça a été une sorte de piqûre. Et depuis, 40 ans plus tard, je suis encore là à vous en parler. T'en parles dans les médias. Est-ce que ta mission personnelle, c'est d'être un genre de mythbuster? De prendre des phénomènes puis essayer de voir si on peut les décortiquer, les comprendre, les expliquer? Voilà, je pense que la comparaison est bonne. C'est-à-dire que je ne suis ni un sceptique dans le sens sceptique militant. On le sait qu'au Québec, il y a une association de sceptiques militants. Et je ne suis pas non plus un croyant. Donc, t'es pas Richard Glenn 2017. Non, voilà, là. Je ne suis pas un gobe-tout. Richard Glenn, les introducteurs. Et juste, non. Donc, je ne suis pas un gobe-tout. Mais je pense, j'aime le paranormal, mais je sais que ce qui est d'ordre ou de nature paranormale versus ce que l'on raconte ou on croit, il y a un monde énorme. Moi, je te dirais facilement que dans ce qui est rapporté, par exemple, dans la littérature, 95% minimalement, et je précise, minimalement, 95% de ce que l'on retrouve dans les médias ou la littérature est faux ou déformé en fonction de la vision des auteurs. C'est pas ça la réalité. Le paranormal, par définition, est quelque chose de rarissime et je suis là pour essayer de démonter ce qui n'est pas de cette nature-là. L'introduction de ton nouveau livre débute avec ceci. Chaque jour, on nous ment, qu'il s'agisse d'élus politiques, de militaires, d'employés d'agences gouvernementales, de magnats de la finance ou de dirigeants de multinationales. Donald Trump est président depuis 7 mois. Crois-tu que sa présence a contribué à banaliser le mensonge? Absolument. Donc, depuis quelques mois, on entend continuellement Donald Trump rapporter le fait que les grandes agences de renseignement, CNN et autres, sont des fake news. Ouais. Alors, en fait, c'est presque une parodie. On se rappellera peut-être ce premier film des MIB, les hommes en noir, où à un moment donné, c'est Thomas Lee Jones, je crois, qui dit à Will Smith, prends le National Enquirer, c'est là-dedans qu'on trouve les vraies nouvelles. Je sais pas si vous vous rappelez de cette séquence-là, mais bon, c'est un peu ce qu'essaie de nous livrer ce Donald Trump. Les grandes agences d'information, on ne doit plus leur faire confiance. Il n'y a que lui, Donald Trump, sur qui on peut s'appuyer pour avoir la vérité. Et ça, malheureusement, c'est une écharde importante dans le droit de l'information des médias aux États-Unis. Dis-moi, Christian, qu'est-ce qui différencie un simple mensonge d'un complot ou de ce qu'on appelle un complot? Ça, c'est intéressant parce que quand j'ai commencé l'écriture de ce livre, j'ai commencé à parler à des gens autour de moi, qu'est-ce qu'ils entendaient par complot. Et très rapidement, je me suis rendu compte que les gens confondaient mensonge, népotisme, enveloppe brune, un chum, c'est un chum. Donc, tout ça était confondu avec des complots. Mais en réalité, ce n'est pas ça, un complot. Le petit Larousse et le Robert nous dit qu'un complot, c'est une collusion entre des individus ou des organisations pour ultimement commettre un acte illégal, immoral ou criminel. Paver une rue, installer des compteurs d'eau, ça n'a rien de criminel. La façon dont les contrats sont obtenus, ça, c'est autre chose. Donc, on le comprend. Il faut que le but ultime de cette collusion soit un acte criminel. Et des complots, il y en a tous les jours. Presque l'élimination de rivaux dans le monde interlope ou dans les gangs de rue découle souvent d'un complot entre certains membres. Il y a également des complots dans la politique. On pense par exemple au Watergate dans les années 70 qui avait forcé la démission du président Nixon. Ou dans les années 80, l'Iron Gate. On vendait des armes à l'Iran qui était un ennemi de l'État pour finalement financer le Contras au Nicaragua qui d'ailleurs allait à l'encontre des valeurs du Congrès américain. Donc là, on était réellement dans le complot. Mais cet ouvrage que j'ai écrit ne va pas dans ce sens-là. Parce que ces complots, ce sont des complots diètes
C'est pas ça que les théoriciens du complot veulent entendre. Les théoriciens du complot, eux, vont dans le super complot, le complot au superlatif. Le World Trade Center aurait été un travail fait à l'interne. Nous ne sommes pas allés sur la Lune. Le gouvernement nous cacherait des extraterrestres dans des hangars. Depuis des années, on se ferait vaporiser par des... Elvis est vivant. Elvis est vivant. Depuis des années, on aurait des sortes de largages de gaz toxiques dans l'atmosphère pour contrôler les populations. Donc, on le voit, ce sont des super complots. Et je me suis posé la question, si je me penchais sur ces super complots et que je soumettais l'argument des théoriciens du complot au simple bon sens, à la critique journalistique, à une approche rigoureuse et bien sûr à une approche en respectant les règles de la rhétorique. Parce que l'une des armes des théoriciens du complot, c'est de forcer les journalistes à prouver quelque chose qui ne s'est pas produit. Prouvez-nous qu'il n'y a pas eu un complot. Prouvez-nous que le débarquement lunaire n'a pas été tourné dans un studio de cinéma. Alors qu'en rhétorique, on ne peut pas prouver une négation. Si tu dis qu'il y a eu un complot, que le débarquement lunaire a été tourné dans un studio de cinéma, c'est celui qui fait l'affirmation qui a la charge de faire sa démonstration. Alors, ce que j'ai fait dans cet ouvrage, j'ai soumis les arguments des théoriciens du complot et très rapidement, on se rend compte que ces théories des super complots rapidement s'écroulent comme une tour du World Trade Center. Ouais, il y a 3 règles d'or que tu édictes dans l'univers du complot, que tu mets en évidence. Le témoignage, dans le fond, jamais favoriser un témoignage au détriment de preuves matérielles. Absolument. Dans le fond, derrière ça, moi, je vois, ça c'est un premier élément, mais je vois les questionnements légitimes d'à peu près tout le monde, mais qui peuvent pas occulter le fait qu'il y a des faits vérifiés et vérifiables. Voilà. Si on nous dit, par exemple, qu'un suspect a fait un vol à main armée dans une succursale bancaire et que le suspect portait un parka rouge, par exemple, et que les caméras de télévision montrent clairement que ce suspect portait en réalité un manteau bleu, je pense qu'il faudra favoriser les images de la caméra plutôt que le témoignage qui, lui, bien sûr, est malléable et imprécis. Oui, absolument. Donc, il y a le témoignage, il y a les experts de salon. Ça, on est avec tout ce qui s'appelle blog et autres aujourd'hui, c'est extraordinaire, ça. Voilà. On peut se créer une pseudo-théorie là, en 2 temps ton mouvement. Tous les jours, on voit des gens se prononcer sur des questions qui vont bien au-delà de leurs compétences. Alors, très rapidement, on voit un type qui travaille, par exemple, et là, j'ai rien contre les gens qui sont au comptoir des légumes, par exemple, chez IGA, mais bon, le type du comptoir des légumes chez IGA qui tout d'un coup s'improvise un spécialiste en aéronautique ou un spécialiste en bâtiment pour nous expliquer comment les tours du World Trade Center auraient dû s'écrouler ou pas s'écrouler. Ça, faut absolument se méfier de ces experts de salon qui ont tous une bonne théorie, qui bien souvent sont prêts à nous réinventer l'univers, mais qui sont incapables d'épeler le mot galaxie sans faute d'orthographe. Christian, dans le fond, tu dis aussi qu'une gymnastique intellectuelle n'est pas un fait. Une belle histoire bien brodée, bien ficelée, ça peut être une histoire inventée pareil. Absolument. Et dans les théories du complot, souvent, on nous présente des éléments qui semblent un peu bizarres. On nous dit, regardez par exemple, et j'en reviens souvent avec les tours du World Trade Center, on nous dit... C'est-tu le plus gros complot là, absolument. Des temps modernes? Ouais, okay. Oui, absolument. Parce qu'on a entendu, puis on entend encore. Hein. Voilà. Il y a eu longtemps, si vous m'aviez posé la question il y a 20 ans, je vous aurais dit que la mère de tous les complots était l'assassinat de John F. Kennedy. Ouais. Mais depuis les événements du 11 septembre 2001, ces attentats terroristes ont éclipsé un peu, ont relayé au 2e rang l'assassinat de John F. Kennedy. Et là, souvent, on voit des gens nous dire, regardez comment les tours s'écroulent étrangement. C'est bizarre, c'est mystérieux, c'est insolite. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé insolite les gens qui mangeaient leurs œufs avec du ketchup, mais je n'ai jamais cru que c'était un complot de la compagnie Heinz. Donc, il faut se méfier de ce genre de rapprochement. Donc, c'est pas parce que quelque chose nous semble à nous bizarre, étrange, mais c'est très souvent anecdotique, ce n'est pas forcément synonyme d'un complot. S'il y a un complot, il faut l'étayer, le prouver, le démontrer. Christian, tu abordes également dans le livre la question des Illuminati. Ah oui, les Illuminati. Une poignée d'individus qui contrôlent la planète. Faut que tu m'en parles un peu. Parle-moi de ça. Pour les théoriciens du complot,
toute la politique internationale ne serait qu'une espèce de jeu d'échecs. Et ce jeu d'échecs serait contrôlé par 13 grandes familles. Ces gens-là seraient les héritiers des familles nobles ou multimilliardaires. On pense à des gens comme les Windsor, donc la famille royale. Ouais. On pense par exemple aux Rockefeller, par exemple, et toutes ces grandes lignées. Voilà. Et ces grandes lignées, donc les héritiers, 13 familles comme ça, contrôleraient le monde entier et ils seraient finalement découleraient d'un petit groupuscule, d'une société secrète qui aurait été créée à la fin du 18e siècle. Ils manipulent tout, eux autres. Et voilà, ils manipuleraient toute la politique internationale et auraient infiltré les grandes organisations. Et là, très souvent, on confond, parce qu'on le sait, chaque année, il y a des groupes, comme je pense, le groupe Bilderberg, qui se réunit chaque année. Ouais. Et ces gens-là, donc, se réunissent dans des hôtels à travers le monde. Ce sont généralement des gens qui représentent ou des conglomérats internationaux. Ces gens-là se réunissent. Et là, les théoriciens du complot nous disent, oui, mais une réunion de tous ces gens qui regroupent à peu près 200 personnes, est-ce que ces gens-là n'influencent pas le reste du monde? Certainement qu'ils influencent le reste du monde. Comme les réunions à l'ONU, comme les réunions du G20. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font partie d'une sorte de cabale mystérieuse et secrète qui est contrôlée par des extraterrestres lézards qui ont pris forme humaine. Donc là, ça devient absolument ridicule de voir de quelle façon ces gens-là vont articuler leurs pensées. Et bien sûr, quand on commence à gratter, on s'aperçoit que tout ça s'écroule comme un château de cartes. Dans le fond, c'est des gens qui se connaissent, qui ont des accointances, qui se réunissent et se donnent des privilèges, se renvoient l'ascenseur, font, tu sais, on peut comprendre qu'ils ont une influence entre eux, mais de dire on est assez loin de manipuler puis de tenir la politique internationale dans leurs mains. Voilà. Et bien sûr, ces gens-là influencent la marche du monde, bien sûr, parce que comme vous l'avez mentionné, on se renvoie à l'ascenseur, c'est du copinage à haut niveau, mais on n'est pas nécessairement dans la théorie du complot, c'est-à-dire que si des gens décident, par exemple, imaginons une seconde que les grands rois de la mode se réunissent à Paris et on nous dit l'an prochain, ce sera le retour du paisley. Ben, je peux vous garantir que l'an prochain, tout le monde va porter du paisley. Mais porter du paisley n'est pas une activité criminelle ou immorale. C'est pas très joli, mais c'est pas immoral. Je veux profiter de ta présence, Christian. Je sais que tu parlais du complot, tu disais que l'assassinat de Kennedy. Oui. Parmi les autres complots, évidemment, les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, on a entendu parler beaucoup. Mais un qui est pas dans le livre, à ma connaissance, mais qui va être dans l'actualité dans les prochaines heures, particulièrement, c'est le 20e anniversaire du décès de Lady Di. Oui, Lady Di. Juste en kiosque, le nombre de revues, Point de vue, les revues françaises, les revues britanniques, qui parlent de enfin la vérité. Moi, ça me fait tout en rire. La vérité enfin dévoilée. Voilà ce qui est arrivé pour vrai, évidemment. C'est vendeur parce qu'elle était très belle. Elle avait un rayonnement international extraordinaire. On connaît la suite de la famille de haut niveau, noblesse totale. Mais en même temps, la princesse de Galles aurait été assassinée, jamais morte d'un accident. Ça doit être pour toi extraordinaire, regardez tout ce qui est écrit là-dessus. Ce genre de truc sur Lady Di, ça rejoint un peu l'assassinat de John Kennedy, de Robert Kennedy, de Marilyn Monroe. Donc, toutes ces morts qui sont un peu nébuleuses deviennent toutes finalement des terreaux fertiles aux théories du complot. Dans le cas de Lady Di, comme vous l'avez mentionné, elle est décédée le 31 août 1997. Et si on résume rapidement les faits, on sait qu'elle a quitté l'hôtel Ritz, qui était d'ailleurs la propriété du père de son ami de l'époque. Al-Fayed, c'est ça? Voilà, c'était Mohamed Al-Fayed qui était le propriétaire du Ritz. Donc, à minuit 20 précisément, on sait que 4 personnes, dont Lady Di, son compagnon de l'époque, Dodi Al-Fayed, qui avait 42 ans. Il y avait également un garde du corps, Trevor Rees-Jones et le chauffeur Henry Paul. 3 minutes plus tard, nous savons que la Mercedes est entrée en collision avec un pilier de béton sur la voie Georges Pompidou qui se trouve sous la place de l'Alma. Et selon les autorités policières, le chauffeur Henry Paul essayait de distancer des paparazzis qui conduisait une petite Fiat Uno blanche. C'est la conclusion, on sait au moment où il y a eu ce décès-là, parce que Dodi Al-Fayed et le chauffeur Henry Paul sont morts sur le coup. Travis Rees
Jones est le seul qui a survécu à l'accident et la princesse Diana est morte quelques heures plus tard à l'hôpital Salpêtrière de Paris. Nous savons, au moment où il y a eu ce décès, nous savons qu'Henri Paul avait un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à ce qui était permis pour la conduite automobile. Donc, à ce moment-là, les autorités policières parisiennes avaient conclu un banal accident, une mauvaise manœuvre du chauffeur Henri Paul. Cette enquête a été réouverte en 2008 et s'est terminée sur les mêmes conclusions. Donc, encore une fois, on avait considéré qu'il s'agissait simplement d'un accident. Mais pourquoi cette théorie du complot? Bien sûr, immédiatement après la mort de Lady Di, Mohamed Al-Fayed, qui, comme on l'a mentionné, est un riche homme d'affaires égyptien, qui a trempé d'ailleurs dans des transactions un peu louches, ce qui lui avait d'ailleurs valu s'être vu refuser la citoyenneté britannique. Il avait voulu devenir... Il n'était pas toujours réglo, c'est vrai. Il n'était pas toujours réglo. Alors des gens ont dit, peut-être qu'on aurait voulu s'en prendre, en fait, à Mohamed Al-Fayed en tuant son fils et finalement, la princesse Diana n'aurait été qu'une victime collatérale. Mais c'est vrai que ce Mohamed Al-Fayed, au lendemain de l'accident, avait déclaré devant la presse qu'il était persuadé que la mort de son fils et de la princesse était un coup orchestré par le MI6, les services secrets britanniques. Et ça, c'est du fuel pour tous ceux qui sont complotistes, là. Bien sûr. Et à peu près au même moment, le colonel Muammar el-Kadhafi, qui était le leader libyen, avait lui aussi enchaîné là-dessus lors d'une allocution à la télévision en disant que ces décès étaient un complot franco-anglais qui visait à empêcher le mariage entre un Arabe et une princesse britannique. Okay. Alors là, maintenant, mais pourquoi est-ce que les autorités britanniques, imaginons un instant que les autorités britanniques soient derrière ce décès, pourquoi est-ce qu'on aurait fait ça? Alors là, évidemment, tout ça nous semble tiré par les cheveux. L'une des hypothèses, c'est que le prince Charles aurait voulu se remarier rapidement avec Camilla Parker Bowles et aurait demandé à ce qu'on assassine la princesse Diana pour le libérer finalement de ses engagements envers Lady Di. On a également prétendu que Lady Di se préparait à se convertir à l'islam. Ce qui, bien sûr, aurait été une honte pour la couronne britannique parce qu'on sait que le roi ou la reine en Angleterre représente un peu l'autorité religieuse, un peu comme pour les chrétiens du monde entier, le pape et l'autorité religieuse. En Angleterre, c'est le roi ou la reine qui tient ce rôle. Alors, évidemment, imaginez que Diana se serait convertie à l'islam, ça aurait été scandaleux. D'autres ont prétendu que la princesse Diana était enceinte, ce qui n'a pas été confirmé par le rapport d'autopsie, mais que, bien sûr, si elle était enceinte, elle aurait donné naissance à un enfant musulman et d'imaginer que le futur roi, le prince William, ait pu avoir un demi-frère musulman, ça aurait été inacceptable pour la couronne britannique. Et puis enfin, dans la foulée des Elvis Presley, Marilyn Monroe et compagnie, certains ont prétendu que Lady Diana et Dodi Al-Fayed n'étaient pas morts. Okay. Parce que bien sûr, leurs cercueils lorsqu'ils étaient en chapelle ardente, les cercueils n'étaient pas ouverts. C'était des comédiens dans le char. Ouais, voilà, c'était des comédiens. Et on a dit que les cercueils n'étaient pas ouverts parce que les victimes avaient été défigurées lors de l'accident. Donc, pour préserver l'intégrité de l'image qu'on avait de ces personnages, on avait fermé les cercueils. Et ces gens-là, donc, seraient sur la même île où vit Marilyn Monroe, Elvis Presley et Michael Jackson. Dernier point, pour les gens qui voudront, qui aiment ce genre d'études et de commentaires et d'analyses, pourront écouter à la radio en fin de semaine. Je veux juste revenir sur quoi? Donc, je voulais revenir sur... non, je sais pas. Donc, je vois pas là-dessus. J'avais un point, mais j'ai perdu ma question. Je t'ai rendu ailleurs. OK. Christian, écoute, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment agréable. Et la prochaine fois, on s'en reparle encore. S'il y a d'autres sujets tels... Je te rappelle, c'est fascinant. Avec le plus grand plaisir. Le livre, donc, faut le mentionner, l'enquêteur des théories du complot, Christian Page, que vous pouvez entendre juste pour le fun, c'est les dates, c'est quoi? 14h? Oui, à 14h les dimanches sur le réseau du 98.5 à Montréal et en reprise les dimanches sur le 93 FM à partir de 23h. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée, 15h38.